Mercredi 9 septembre, Jean-Claude Juncker se présente devant le Parlement européen afin de prononcer son premier discours sur l'état de l'Union. Un exercice à la fois politique et symbolique qui intervient à un moment charnière pour le président de la Commission européenne, en poste depuis novembre dernier. L'Europe se trouve en effet de nouveau fortement secouée par la crise de l'immigration. Des dizaines de migrants ont encore trouvé la mort cet été en Méditerranée ou sur la route de l'Allemagne et de l'Autriche. Alors qu'une réponse collective européenne à cet enjeu historique se fait attendre, Jean-Claude Juncker prévoit de relancer l'idée controversée d'une répartition contraignante des réfugiés, une idée jusqu'ici rejetée par certains États, notamment en Europe orientale. Par ailleurs, les questions économiques devraient aussi être à l'ordre du jour. Le chef de l'exécutif européen doit ainsi plaider pour davantage d'intégration afin de résoudre durablement la crise grecque et plus généralement les défaillances de la zone euro. Autant de sujets délicats où le consensus parmi les États membres est souvent difficile et qui sont de nature à déstabiliser l'Union européenne, déjà agitée par la montée de l'euroscepticisme. Quel est l'état de l'Union européenne? Comment relancer le projet européen? Ce sont les sujets à la une de ce nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Bienvenue à tous sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. J'accueille aujourd'hui Sylvie Goulard, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Madame Goulard, vous êtes eurodéputée depuis 2009, élue sous les couleurs du MoDem en France, et vous êtes membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux ici au Parlement européen. En face de vous aujourd'hui, Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Lamberts, vous êtes comme Madame Goulard, député européen depuis 2009. De nationalité belge, pour que les visiteurs français essentiellement puissent nous situer, et vous êtes coprésident du groupe des Verts ALE ici au Parlement. Alors le 9 septembre, Jean-Claude Juncker va ici même, à quelques mètres de ce plateau, prononcer son désormais traditionnel discours sur l'état de l'Union, un exercice assez politique qui doit donner les grandes orientations pour les mois à venir, et qui en l'occurrence intervient dans un contexte politique, économique et humain assez particulier et particulièrement sensible. Monsieur Lamberts, je me tourne vers vous en premier. Ma première question est assez simple, j'espère. Qu'espérez-vous entendre demain lors du discours de M. Juncker? J'espère entendre un discours qui soit aligné avec les valeurs de l'Union européenne, des valeurs qui, quelque part, promettent une prospérité durable et partagée à tous citoyens de l'Union européenne, qui promettent une Union européenne ouverte sur le monde. Ce n'est pas exactement cela que l'été nous a donné à voir, et donc j'espère que Jean-Claude Juncker sera capable de s'inscrire peut-être quelque part en rupture avec ce qu'on a pu voir, notamment dans le concert des chefs d'État et de gouvernement. On assiste à une Europe qui est de plus en plus, des chefs d'État et de gouvernement qui sont parfois à la limite de s'invectiver les uns les autres. On sent très peu la dynamique commune, et donc c'est un petit peu ça que j'attends de sa part demain, d'être capable de redonner un cap qui soit fidèle aux valeurs de l'Union européenne. Madame Goulard, je vous pose la même question. Un cap, vous attendez ça de M. Juncker demain? Je crois qu'il y a d'abord la question de redonner un peu de dignité au débat et à l'image de l'Europe. Et on ne peut pas reprocher à Jean-Claude Juncker de ne pas avoir essayé de le faire depuis plusieurs mois. D'ailleurs, le titre « Discours sur l'état de l'Union » abuse un peu. Je n'aime pas du tout quand l'Europe fait du nominalisme, quand on emploie des mots qui, là en l'occurrence, sont copiés des États-Unis. Le président de la Commission n'est pas le président des États-Unis. Par contre, il est en charge de l'intérêt général, il est en charge, comme l'a dit M. Lamberts, du rappel des valeurs, et aussi, c'est une force de proposition constructive et concrète. Donc ce qu'on peut espérer, c'est qu'il se situe aux deux niveaux, c'est-à-dire à la fois la dignité par rapport à nos valeurs et aussi d'arriver à mettre en place des solutions de partage des réfugiés et aussi de contrôle des abus par les passeurs, etc. Le principal sujet, en tout cas celui qui est le plus attendu de son intervention de demain, concerne certainement l'immigration. Ma question est, est-ce qu'il ne va pas devoir faire preuve d'abord de pédagogie? Expliquer son plan, qu'est-ce qu'il entend, et le faire ensuite accepter par les opinions? Les choix des mots ne sera pas anodin. Réfugiés, migrants, quotas? C'est exactement ce que j'allais vous dire, et vous avez employé vous-même le mot immigration qui, si je puis me permettre, n'est pas tout à fait approprié, parce que nous sommes confrontés à un phénomène. Ce n'est pas des Syriens qui ont décidé d'immigrer parce qu'ils avaient envie de venir en Europe, pas du tout. On a un groupe de population qui est dans un pays en guerre, où les femmes sont systématiquement violées, où il n'y a plus à manger, où il n'y a plus à boire, où se produisent des exactions terribles, des gens sont égorgés, enfin, c'est un contexte très particulier. Donc ce n'est pas de l'immigration, ce sont des réfugiés à la suite d'un conflit militaire. Ensuite se glissent dans la brèche, notamment dans les Balkans, des gens qui viennent de pays dans lesquels ils ne sont pas menacés.
Ils peuvent légitimement vouloir une vie meilleure, mais ça n'est pas du tout la même chose. Donc je crois qu'il faut bien distinguer. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce cadeau aux extrémistes de tout mélanger. Il y a des réfugiés. Et puis, il y a des questions d'immigration plus durable. On l'a vu d'ailleurs avec la guerre en Yougoslavie dans les années 90. Quand l'Allemagne avait déjà à cette époque ouvert très généreusement ses portes, un certain nombre de Kosovars, de Bosniaques, etc., ensuite étaient repartis chez eux. Donc ça, ce n'est pas de l'immigration et je tenais à le souligner. Monsieur Lamberts, vous voulez... Tout à fait. Je veux dire, aujourd'hui, on est face à des gens qui sont en danger de mort. Moi, j'aime à rappeler qu'en 1940, ma mère avait 5 ans. Elle a quitté la Belgique sous la pression de l'armée allemande et elle a trouvé en France un pays accueillant, en tout cas pour un certain temps. Après ça, on s'est retrouvé face à 5 ans d'occupation. Mais à 2 reprises, en 1940 et en 1944, eh bien, il a été possible pour des réfugiés belges de trouver accueil en France. Et bien avant cela, à quantité de juifs en Europe qui ont quitté l'Allemagne, qui ont quitté les pays d'Europe de l'Est. Et on semble oublier que cette accueil fait partie des valeurs de l'identité européenne. Et aujourd'hui, au motif que ces gens seraient musulmans, auraient une autre couleur de peau, ce qui n'est même pas vrai pour la plupart d'entre eux, eh bien, ces gens ne sont pas accueillis avec la même... on ne les considère pas pour des êtres humains au même titre que d'autres Européens. Et donc, en effet, il s'agit d'abord d'un impératif humanitaire. Je rappelle, lorsque le pape est venu ici au Parlement européen le 24 novembre 2014, il a rappelé que la mission du politique était d'abord de préserver la dignité humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord de dignité humaine. L'Europe doit être à la hauteur de cela. On parle de 120 000 à 160 000 personnes qui seront réparties au sein des États membres. On parle d'une création de hotspots, c'est le nouveau mot de la Commission européenne pour l'accueil des migrants en Sicile ou en Grèce. On parle de l'établissement d'une liste de pays sûrs. Est-ce que ces chiffres, est-ce que le plan qu'on envisage de la part de M. Juncker sera suffisant pour faire face à la situation sur le terrain ? Probablement pas. Tout simplement, il suffit de rapporter les chiffres. Aujourd'hui, il y a 4 millions de Syriens qui ont quitté le pays et qui sont allés dans les pays voisins. 2 millions en Turquie, on peut dire 1 million au Liban, 1 million en Jordanie. Des pays dont on peut raisonnablement dire que le revenu par tête d'habitant est nettement inférieur à celui de l'Union européenne. Donc je veux dire, si eux, on considère qu'ils ont les moyens d'accueillir, a fortiori l'Europe a certainement les moyens d'accueillir, je pense qu'il faut plutôt aller dans la direction. En tout cas, il faudra penser à aller au-delà de ces propositions dans le sens que même la chancelière Merkel indique, c'est-à-dire une clé de répartition permanente en cas d'urgence comme celle que nous constatons aujourd'hui. Ceci étant, si déjà on pouvait avoir au Conseil européen un accord sur les mesures que vous venez d'énoncer, ce serait déjà un immense pas en avant par rapport au statu quo. Or, quand j'entends certaines positions qui ont été prises par certains chefs d'État et de gouvernement, tenant plus du non catégorique qu'à une volonté de discuter, j'ai quelques doutes là-dessus. Mais ce que j'espère, c'est que le leadership qui a été montré, notamment pour le coup par la chancelière Merkel, aura son effet sur les autres chefs d'État et de gouvernement en Europe. Est-ce qu'il a fallu une image assez atroce de cet enfant retrouvé mort sur une plage pour faire évoluer, enfin, significativement des positions, y compris celle de la France ? Vous savez, pour être assez proche de l'Italie et pour avoir suivi le dossier depuis des années, si vous vouliez des images de noyés, il y en avait pas mal déjà. Oui. Donc je dis ça non pas de manière cynique, mais parce que c'est effrayant de voir que on est dans une société dans laquelle on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, alors que les problèmes existent déjà, on se cristallise là-dessus. Donc peu importe, et encore une fois, je tiens à répéter que la Commission avait analysé les choses. Monsieur Renzi a d'ailleurs pris position au Conseil européen de juin dans des termes assez violents pour que le président Hollande le dise en conférence de presse. Donc voilà, bon, la photo a peut-être contribué, mais je dirais, dans le fond, peu importe, les morts avaient déjà commencé depuis longtemps. Moi, il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est que par rapport aux pays qui refusent, mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Et que proposent d'ailleurs ? Oui, mais que proposent les infâmes partis extrémistes qui pullulent dans nos pays quand ils disent on va renvoyer des gens chez eux ? Mais je pense qu'on devrait faire circuler des photos des villes syriennes. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont plus de chez eux. Et d'ailleurs, je crois qu'important d'expliquer... Je suis persuadée que si les Allemands réagissent comme ils réagissent, c'est à cause de leur histoire aussi. C'est-à-dire qu'en Allemagne, dans quasiment toutes les familles, vous avez des gens qui, après 1945, ont fait partie de ces 10-12 millions de réfugiés de l'Est qui sont arrivés dans une Allemagne totalement détruite, dévastée, où les femmes étaient violées en masse par les soldats, où des enfants n'avaient pas à manger, etc. Et donc on sait très bien en Allemagne ce que c'est. Et vraiment, il faut mettre au pied du mur les pays qui ne proposent rien en leur disant « mais
quelle est votre position? Regardez-vous dans une glace et dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous niez le problème qu'il va disparaître. Bien entendu, et je suis ravie d'ailleurs que le président Hollande l'ait dit, il faut aussi qu'on s'attaque au problème à la source, c'est-à-dire qu'il y a un problème de sécurité au Moyen-Orient. Il y a Daesh qui est en train de faire régner la terreur et qu'on peut accueillir, mais que si on arrivait à déstabiliser ce pseudo-État islamique, je pense que ça serait un grand service rendu à la planète. Vous pointez tous deux du doigt certains pays membres de l'Union européenne qui ne joueraient pas le jeu, qui ne feraient pas de preuve de bonne volonté. La vague de défiance est également présente dans les États membres qui sont volontaires pour accueillir. La France en fait partie. Vous êtes tous les deux membres de partis, de groupes européens qui sont très europhiles. Que proposez-vous pour convaincre ces partis politiques, cette frange de l'opinion qui est méfiante à l'égard de l'immigration, des migrants, des réfugiés ? D'abord, comme on l'a dit, je crois qu'il faut expliquer aux gens avec sincérité la situation, pas décrire comme immigration ce qui ne l'est pas. Il faut aussi avoir un discours positif. Tous les êtres humains ont des talents et apportent quelque chose. Moi, je suis profondément persuadée qu'au lieu de dire aussi il faut les accueillir en quelque sorte, bon, mais évidemment, c'est pas très agréable, c'est la misère du monde, se dire qu'il y a des gens qualifiés, que c'est de la main-d'œuvre pour des pays qui vieillissent, etc. Et donc, sans être dans l'irénisme, changer un peu le discours. Les États-Unis n'ont pas le dynamisme qu'ils ont s'ils n'avaient pas les soldes migratoires qu'ils ont et l'accueil permanent de nouvelles populations et un renouvellement et une ouverture. C'est non seulement bon pour les gens que nous accueillons, mais c'est bon pour nous. Et nos vieux pays qui ont un peu tendance à se replier dans des conceptions identitaires qui, à mon avis, sont déjà sans aucun rapport avec la réalité de ce que sont nos pays à l'heure actuelle. Il faut le rappeler, d'ailleurs, si vous regardez l'Allemagne, le contraste entre l'Est et l'Ouest est très significatif. La frontière, elle ne passe pas entre des nouveaux États membres et l'Allemagne, elle passe à l'intérieur de l'Allemagne. L'Ouest, où il y a beaucoup d'étrangers, est beaucoup plus accueillant que l'Est, où, je crois, ce n'est pas un reproche non plus à faire, les gens n'ont pas été habitués à fréquenter des personnes venant d'Afrique, d'une autre religion, etc. Ceci dit, vivre ensemble dans une société en étant différents, parfois très différents sur les coutumes de vie, sur les religions, sur la manière de vivre, on ne peut pas dire que c'est une évidence. Moi, je comprends tout à fait que vivre dans une société multiculturelle, ça ne va pas de soi. Mais c'est tout à fait possible et c'est en effet une richesse pour nos sociétés. Ceci étant, moi, je comprends ceux de nos concitoyens qui se voient aujourd'hui, et à juste titre, comme les perdants de ce qui se fait aujourd'hui en Europe, lorsqu'on a aujourd'hui 25% d'Européens au seuil de pauvreté ou d'exclusion sociale, lorsqu'on voit les 26 millions de chômeurs européens, lorsqu'on voit les inégalités, lorsqu'on voit finalement que l'ascenseur social fonctionne à rebours, je peux comprendre que ceux qui sont dans l'ascenseur descendant voient d'un assez mauvais œil arriver des gens qu'ils voient comme leurs concurrents. Et donc, en fait, ce que le défi des réfugiés fait, c'est aussi placer les Européens face à leurs contradictions. Autrement dit, peut-on réellement assumer nos responsabilités humaines en termes d'accueil et de solidarité vis-à-vis de personnes qui souffrent à l'extérieur de l'Union européenne lorsque nous sommes en train de détricoter les solidarités qui existent au sein de l'Union européenne. Et donc je pense que si on veut réellement, de manière durable, rendre l'accueil quelque chose d'acceptable pour nos concitoyens, eh bien, il faut remettre en route l'ascenseur social à l'intérieur de l'Union européenne. Et ça, c'est évidemment un défi de taille, puisqu'aujourd'hui, les politiques qui se mènent au sein de l'Union européenne vont dans le sens exactement opposé. L'affaire grecque, mais pas seulement l'affaire grecque, nous le démontre quotidiennement. Si les inégalités augmentent, si le chômage augmente, si la pauvreté augmente, ce n'est pas juste en Grèce, c'est un peu partout dans l'Union. On parle de l'immigration, mais on pourrait parler d'autres domaines comme l'économie. On a l'impression qu'il y a un certain blocage qui ne viendrait pas tant des institutions européennes, mais plutôt de certains États membres. On l'a un petit peu dit au début de ce débat. Les dirigeants seraient davantage toujours guidés par des contextes, des intérêts nationaux. Comment renverser la vapeur? Je m'adresse à tous les deux indifféremment. Face à ce constat d'impuissance, est-il encore possible de relancer l'action collective européenne dans tous les domaines? C'est pas facile parce qu'effectivement le repli national est là, parce que comme l'a dit très justement Philippe Lamberts, on a des sociétés qui sont traversées d'un certain nombre de tensions et je pense que c'est pas un hasard non plus si le pays qui fait le plus gros effort d'accueil en ce moment, c'est aussi le pays dans lequel malgré tout les choses vont plutôt mieux, les budgets sont à l'équilibre, il y a moins de chômage, donc quand on est plus à l'aise soi-même, on est sans doute plus accueillant, c'est tout à fait clair. Mais encore une fois, ce qu'il faut répéter inlassablement aux auditeurs, c'est quelle est l'alternative? Est-ce que nos pays pris isolément ont vraiment plus de chances de s'en sortir? Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de lutter? Daesh, c'est quoi? C'est non seulement
un mouvement totalitaire et cruel vis-à-vis des Syriens et des gens de cette zone-là, mais c'est aussi un organisme néfaste qui recrute dans nos banlieues, qui attire des jeunes vers des parcours qui sont des parcours diaboliques où on leur fait égorger des gens. Enfin, donc tout ça montre que on a quand même intérêt à être solidaire en Europe. Il n'y a aucune différence entre la plupart des familles belges et françaises sur la question de l'appréciation d'un danger comme Daesh. Et d'ailleurs, y compris d'ailleurs des gens musulmans. Moi, je vois tout le temps des musulmans qui me disent « mais c'est pas l'islam ce qu'ils font, ces gens-là ». Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de continuer, c'est très difficile, à développer cette pédagogie. Et malheureusement, plus on attend, plus la facture est élevée et plus c'est difficile. On paye déjà le fait d'avoir eu la libre circulation ou la zone euro sans les outils qui allaient avec les décisions qui ont déjà été prises. Donc en fait, on n'a pas à faire des grands pas en avant, on a juste à rattraper et être logique par rapport à ce qu'on a déjà voulu mettre en place, déjà décidé. Je suis fondamentalement souverainiste et c'est pour ça que je suis fédéraliste européen. Souverainiste pour la démocratie. Ce que je veux, c'est que ce soit nos démocraties qui soient en mesure de faire les choix qui, quelque part, déterminent leur avenir. Alors bien sûr, la souveraineté absolue des Européens n'existe pas parce que nous ne sommes pas seuls sur cette planète et de toute façon, cette planète a un certain nombre de lois physiques qui s'imposent à nous. Ceci étant, qui peut dire, et là je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Goulard, que chaque État membre pris séparément conserve aujourd'hui la faculté pour sa démocratie de faire les choix qui déterminent son avenir. Quand on voit le défi climatique, le défi des réfugiés et des migrations, le défi de l'innovation, le défi de la justice sociale, pense-t-on que même un pays comme l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Union, peut seul se donner les moyens de son avenir? La réponse est non. Donc si nous voulons reconquérir notre souveraineté démocratique, c'est ensemble. Le seul moyen pour les Européens de retrouver leur souveraineté, c'est en la partageant. Et ça reste vrai, quels que soient les aléas de la conjoncture, quel que soit l'état parfois un petit peu inquiétant de notre Union européenne. Ceux qui s'imaginent qu'un repli sur le quant à soi national, voire régional, voire local, apportera les solutions aux défis de ce siècle, je pense, ment à nos concitoyens. Plus d'intégration, y compris avec un saut démocratique. Est-ce que Jean-Claude Juncker pense plutôt de cette manière-là également, mais peut-il réussir dans cette tâche? Ce projet de renforcement de l'intégration européenne peut-il encore voir le jour actuellement? Aujourd'hui, clairement, vu les politiques qui sont menées dans l'Union, même dans un pays comme la Belgique qui a toujours été fédéraliste européen, je dirais d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, cette idée recule tout simplement parce que de plus en plus de citoyens ont l'impression que l'intégration européenne se fait sur leur dos. Donc pas à leur avantage, mais sur leur dos. Et donc, si on veut réellement rendre possible l'adhésion populaire à ce projet d'intégration politique européenne, il faut que nos concitoyens puissent de nouveau légitimement dire « cette Europe, elle travaille pour moi, elle travaille pour nous tous » et pas simplement pour une minorité d'Européens. Ça suppose donc non seulement une refondation démocratique de l'Union européenne, mais surtout, je pense, un changement de cap en matière de politique économique et sociale. Les deux doivent aller de pair. Est-ce que ça passe par un parlement, un gouvernement, un ministre de la zone euro? Sylvie Goulard? Les ministres, vous savez, c'est pas comme un petit oiseau sur une branche. Donc la vraie question, moi je dirais qu'on peut imaginer plusieurs formes d'organisation politique. L'essentiel, comme l'a dit Philippe Lambert, c'est que ça soit démocratique. Et qu'à un moment, c'est quoi la démocratie en gros? C'est qu'on peut à un moment donné exprimer des choix, que les gens qui sont au pouvoir aient un certain nombre de comptes à rendre en permanence et que le cas échéant, on puisse les chasser quand on en a marre. Bon. À partir du moment où on arriverait à respecter cette feuille de route, je dirais que tous les systèmes sont envisageables. On peut avoir un système présidentiel, un système plus parlementaire. Il est plus probable que dans du collectif, on aura besoin d'un système parlementaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on croit qu'on va s'en tirer par des espèces de petits gadgets, on se plantera. Il n'y a pas de gouvernement économique. D'ailleurs, on le voit en ce moment, c'est très amusant. Qu'est-ce qui a créé l'émotion la plus forte depuis janvier dernier? Il y a eu deux événements qui ont pulvérisé la question de la Grèce et de l'économie. C'est les attentats de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher à Paris, et c'est la question des migrants. C'est quand ça touche à la vie, à la mort, à la sécurité, à la perception de soi. Sur le technique, on trouvera toujours des solutions, y compris sur l'économie, même si c'est compliqué, s'il y a des implications sociales. Mais en revanche, on a besoin de faire l'Europe pour pouvoir régler les questions vitales, les questions de sécurité, les questions de choix, de dignité, parmi lesquelles il y a les questions économiques et sociales. Il est peut-être possible de capitaliser sur le début, en tout cas l'embryon d'engouement populaire. On a vu de belles images dans les gares allemandes pour l'accueil de réfugiés venus de Hongrie. On a vu des défilés monstres dans certaines villes d'Europe après les attentats. C'est le moment de jouer, d'utiliser cette fibre
au-delà du politique, vraiment au niveau des citoyens? L'Europe a besoin d'émotions, elle est trop rationnelle jusqu'à présent et je crois que ça... Moi je me souviens comme Française d'avoir reçu des messages incroyables d'amis européens au moment des attentats. Pourtant, Dieu merci, je n'avais rien subi. Mais c'est vraiment très drôle comme les gens disaient « je me sens parisien, on est avec vous ». Etc. Et donc je crois qu'effectivement, il ne s'agit pas de capitaliser au sens cynique du terme, mais de comprendre que dans les moments où c'est grave, c'est comme quand il y a un décès dans une famille, c'est là qu'on voit quels sont les bons amis ou pas. Je crois qu'il faut essayer de donner un visage plus humain à l'Europe. J'espère que M. Juncker va y arriver. Comme ça fait quelques années qu'on le voit sur les plateaux, peut-être qu'il aura un peu de mal, mais donnons-lui sa chance. Bon, un mot de conclusion avant de clore déjà ce débat. Jean-Claude Juncker, au début de sa mandature, parler d'une commission de la dernière chance. Quand on voit l'actualité, quand on analyse les problèmes actuels de l'Europe, on a tendance un petit peu à le croire, en tout cas de plus en plus. Un mot chacun, restez-vous optimiste. Pour les mois et les années à venir, le projet européen va-t-il être relancé à temps? Aujourd'hui, je suis plus réservé qu'il y a un an, au moment de l'installation de la commission Juncker. Pour être très honnête, les premiers pas qu'elle a fait dans des projets assez technocratiques, mais néanmoins avec un impact très fort sur la légitimité démocratique de l'Union, comme on a appelé Better Regulation, ce projet de traité commercial transatlantique, sont des choses qui, je pense, renforcent le sentiment anti-européen, et à juste titre. Et donc je pense en effet que quand je vois ce que cette commission veut faire, je suis plutôt inquiet. Alors sur la question des réfugiés, là on peut dire que Jean-Claude Juncker a pu trouver les mots justes, mais si je regarde la politique au jour le jour, je pense que ça ne va pas vraiment dans la bonne direction. Vous savez, je connais un vieux monsieur qui s'appelle Georges Bertoin, qui a été directeur de cabinet de Jean Monnet à la CECA. Et quand je me laisse aller à avoir des états d'âme, il me regarde et il me dit « c'était pire en 1943 ». Il m'a dit on faisait la bataille et dans la rue on pouvait être arrêté par la Gestapo. Donc c'est pas facile. Je ne suis pas spécialement optimiste, mais je me refuse à être pessimiste parce que je pense qu'il y a des gens qui ont porté le projet européen en 1943. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants, cette hauteur de vue qu'on a apportée au débat. Nous suivrons bien entendu le discours de Jean-Claude Juncker en direct du Parlement européen et toute l'Europe restera bien entendu très attentif à l'évolution des questions migratoires et économiques. Sylvie Goulard, Philippe Lambert, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. J'espère vous retrouver très bientôt. Toute l'Europe reviendra à Strasbourg le mois prochain pour une nouvelle session plénière et un nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Et d'ici là, restez connectés sur touteleurope.eu.